Bonjour à tous. Donc, je suis Nicolas Verdier de la société Métis. Je suis le responsable du SOC de Métis et également le directeur de l'agence Centre-Val de Loire. Pour ce webinaire, je suis accompagné de Sylvain Cortés, qui est MVP Microsoft depuis 15 ans maintenant et qui est également Security Evangelist chez Alcide. Pour l'introduction, je vais commencer par présenter rapidement la société Métis, qui nous sommes. Donc, nous sommes une ESN qui est assez jeune, puisque la création de Métis date de fin 2011. Donc on se distingue par un chiffre d'affaires assez important et une évolution assez rapide, une forte croissance. Aujourd'hui, nous avons environ 300 collaborateurs sur l'ensemble de la France. Nous sommes répartis sur 10 agences, ce qui nous permet d'avoir une forte proximité de nos clients sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, nous sommes partenaires Gold de Microsoft, y compris sur le périmètre cybersécurité. Nous avons de nombreux salariés MVP et également 2 Regional Directors Microsoft qui nous permettent d'obtenir ce partenariat privilégié avec Microsoft. Nous sommes également membres de Exatrust et de Cyber Second You. Et nous avons de nombreux partenariats technologiques dont certains apparaissent sur ce slide. Notre savoir-faire, nous sommes répartis sur plusieurs practices ou business units, ça dépend un petit peu du vocabulaire que vous avez. Celui qui nous concerne aujourd'hui est la practice cybersécurité pour tous les aspects sécurisation des données, gestion des identités, conformité, RGPD. Nous sommes également sur la partie service manager avec notre SOC et les services d'infogérance. Nous sommes également présents sur la digital intelligence et data, sur l'infrastructure, qui était notre cœur de métier initialement, sur la business platform et également beaucoup sur l'environnement de travail, donc le modern workplace. Nos références aujourd'hui sont d'à peu près 400 clients actifs, donc on peut voir notre portfolio des principaux clients avec lesquels nous avons fait beaucoup de projets, notamment des projets de cybersécurité. Et j'en ai fini pour la présentation, donc je vais laisser la main maintenant à Sylvain, qui va prendre la main et qui va nous présenter le sujet d'aujourd'hui autour de la sécurité avec le produit Alcide. Merci Nicolas pour l'introduction. On va diviser en fait ce webinaire en plusieurs parties. Déjà, on va retracer, on va dire, mettre en contexte des attaques malware et comprendre pourquoi Active Directory en fait dans ce contexte malware est un élément primordial. Ensuite, on basculera sur quelques démos d'attaque. Alors évidemment, sur un webinaire qui dure entre 45 et 50 minutes, on n'a pas le temps de faire énormément de choses. Néanmoins, je vous présenterai quelques éléments un petit peu classiques pour à nouveau comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne. Et puis, on parlera très rapidement de ce qu'on appelle le plan de sécurité AD, à savoir quels sont les éléments qui sont nécessaires pour sécuriser son Active Directory et être en capacité de lutter contre les malwares de façon efficace. Et puis, on terminera avec une présentation des services de sécurité autour d'AD de la part de Métis et également sur les questions-réponses. Et d'ailleurs, concernant les questions-réponses, je vous invite, si vous avez des questions, à les poster dans le chat et on les traitera à la fin de cette présentation. Alors, très rapidement en introduction, comme vous le savez peut-être si vous suivez un petit peu l'actualité, il y a tout un tas de sociétés qui ont été soumises à un certain nombre d'attaques dans ces derniers mois, dernières années. Alors une des bien connues qui a fait bien mal, et une des dernières, c'est United Nations. Donc en fait tous ces comptes que vous voyez sur cette slide ont subi une attaque qui, à un moment donné, a utilisé Active Directory pour se répandre dans l'entreprise. Tout simplement parce que on a constaté, avec une étude des malwares,
que en fait, les malwares, globalement, vont utiliser Active Directory à un moment donné de l'attaque. On va voir ça un petit peu plus tard dans cette présentation. Quelques chiffres très rapidement, juste pour se donner une idée en fait de l'importance du sujet. Il y a un élément qui est marquant, c'est en gros une attaque de ransomware toutes les 14 secondes. Ça donne un petit peu, on va dire, une idée de la rapidité et de la fréquence à laquelle ces attaques sont constituées. Et surtout, le point qui est peut-être le plus important ces derniers, c'est le côté automatisation et industrialisation. En fait, on se rend compte qu'on est passé d'un mode où les malwares étaient, on va dire, construits de façon unitaire, avec un côté un petit peu artisanal, vers quelque chose qui est complètement automatisé, industrialisé. Ce qui fait que on bascule également d'une époque où les malwares visaient, on va dire, des verticaux principaux, style des banques, des assureurs, ce genre de choses, à en fait, du fait de cette industrialisation et cette automatisation, une attaque sur tous les secteurs de métier et sur toutes les tailles d'entreprises. Très souvent, on pense que les malwares, ça concerne que les grosses entreprises. C'est une erreur majeure parce que, en fait, ça va toucher n'importe quelle taille d'entreprise et n'importe quelle verticale. Quelques éléments liés à Active Directory. On se rend compte également qu'environ 80% des malwares, pour faire ce qu'on appelle le mouvement latéral et l'escalade de privilèges, on va détailler ce que ça veut dire un petit peu plus tard, vont utiliser Active Directory pour faire ça. On va voir qu'il y a plusieurs étapes dans une attaque de malware, et à un moment donné de cette attaque, on va quasiment systématiquement utiliser Active Directory pour se répandre dans l'entreprise. Donc Active Directory n'est pas utilisé pour l'infection dite initiale, c'est-à-dire pour l'infection du poste de travail ou de l'imprimante ou de l'IoT qui va être visé, mais va être utilisé en fait pour pouvoir se répandre facilement dans l'intégralité de l'entreprise, puisqu'évidemment, si je prends le contrôle d'AD, je prends le contrôle de peut-être 80% des données qui sont dans la cible, dans l'entreprise visée. Donc là, il y a tout un tas de malware maintenant qui intègrent en fait des codes d'outils assez connus. Alors évidemment, le plus connu, c'est Mimikatz parce qu'il est français, mais il y en a plein d'autres. Et en fait, quand on étudie le fonctionnement et le code des malwares, les malwares en fait intègrent à plus de 50% du code qui vient de GitHub. Tout simplement parce qu'ils vont vouloir facilement utiliser AD, faire de la reconnaissance, récupérer les infos pour déclencher derrière les éléments de mouvement latéral ou d'escalade de privilèges, et on va regarder à quoi ça ressemble ici. Donc voilà, de façon extrêmement simplifiée, à quoi ressemble une attaque. Il y a toujours une première étape qui va viser, alors là j'ai mis une workstation pour simplifier la donne, mais attention, la primo-infection ne vise pas que des workstations. La primo-infection peut viser évidemment des Windows et des Mac, peut viser également des systèmes Linux ou Unix, mais on voit aussi maintenant des malwares qui vont s'attaquer à des firmware, qui vont s'attaquer à des imprimantes, qui vont s'attaquer à du matériel de type IoT, type des caméras de surveillance ou ce genre de choses. Donc la primo-infection, elle est assez variante, mais elle va toujours avoir pour objectif en fait d'injecter ce qu'on appelle le premier payload, c'est-à-dire la première charge qui va ensuite télécharger le reste du code. Puisque la première étape va en fait injecter une première partie, désactiver les défenses locales de la machine. Donc si par exemple vous avez un antivirus ou un EDR, l'objectif de la première partie du code va être de désactiver cet antivirus ou cet EDR, généralement de créer un faux service qui va faire croire à la console centrale de votre antivirus ou de votre EDR que tout va bien sur cette machine considérée. Et puis ensuite, on va télécharger une autre partie de code dont l'objectif va être de cibler, pour le coup, Active Directory, et notamment pour faire deux choses qui sont de la reconnaissance, c'est-à-dire essayer de comprendre comment Active Directory est configuré, et faire du vol de credentials. Donc là, on va détailler ça un petit peu plus tout à l'heure avec la partie démo, mais l'objectif va être de récupérer soit des mots de passe en clair, soit des hashes de mots de passe pour être en capacité de se répandre petit à petit sur les autres workstations, sur les serveurs membres, et évidemment comme objectif final de se répandre sur les domaines contrôleurs, puisqu'une fois que j'ai la main sur le domaine contrôleur, comme on le disait, je vais pouvoir faire à peu près tout ce que je veux.
Et puis une fois qu'on a la main sur le domaine contrôleur, on va rentrer dans la partie persistance qui va permettre de rester en mode infection, mais sans être vu et repéré par les gens qui s'occupent de la défense. Donc là, il y a tout un tas de méthodes à nouveau pour rester en dessous des radars, notamment en dessous des radars des SIEM si vous en avez un, et on détaillera aussi un petit peu cette partie-là. Et puis à la fin, vous connaissez la fin, il y a généralement deux conséquences à tout ça, chiffrement des données, demande de rançon, et ou sinon vol des données pour les vendre sur le dark web ou ailleurs, en sachant que d'ailleurs ce qui est assez particulier dans l'évolution des ransomware et des malwares qu'on voit actuellement, c'est que maintenant systématiquement ils vont faire ces deux choses-là, alors qu'avant on avait des malwares qui étaient spécifiques pour le chiffrement et d'autres qui étaient spécifiques sur le vol de données. Là, vous avez quelques exemples de malware avec leur chemin de compromission. Et là, on voit tout un tas de choses qui sont liées effectivement à du vol de credential ou à de la persistance. Donc là, typiquement, vol de credential, on va aller taper dans les secrets qui sont contenus dans LSA, qui est le process local sur un système Windows pour gérer les hashes et les secrets. On va également chercher des credentials en plein texte, en texte clair, pardon. Donc c'est-à-dire qu'on va aller regarder dans Active Directory s'il n'y a pas des GPO, s'il n'y a pas des scripts qui contiennent des logins et des mots de passe qui pourraient être utilisés. On voit aussi qu'il y a une cible particulière qu'on détaillera tout à l'heure qui concerne les comptes de service, parce que les comptes de service, on a eu des mauvaises habitudes, on va dire, au fil des années, et c'est quelque chose qui est assez utilisé pour récupérer des mots de passe qui très souvent sont valides sur l'ensemble des systèmes. Parce que la définition d'un compte de service, je ne sais pas si je prends par exemple un compte de service pour un antivirus qui tourne sur l'ensemble de vos PC, fatalement le compte de service s'exécute avec un login mot de passe et si je récupère ce mot de passe, ça veut dire que je vais pouvoir très souvent être administrateur local de l'ensemble des machines de mon réseau. Après, il y a plusieurs techniques pour le mouvement latéral, on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Et puis la persistance, on le voit, faire des GPO qui vont changer un certain nombre de paramètres, créer des tâches récurrentes pour se cacher et évidemment créer des comptes qui vont être utilisés derrière pour le reste de l'attaque. Si maintenant on regarde un petit peu plus ce qui se passe en prenant un exemple concret qui est un des malwares qui a fait mal ces derniers mois, qui est Ryuk. On ne va pas redétailler toute la séquence, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve évidemment toutes ces étapes, hein, primo-infection, je vais désactiver l'antivirus et le DR, et je vais télécharger une deuxième partie de code qui va en fait avoir pour objectif de regarder votre configuration Active Directory. Et là, dans Ryuk, il y a un module particulier qui s'appelle Domain Grabber, qui va en fait en temps réel, regarder votre config AD et regarder des mauvaises configurations Active Directory. Et dès qu'il va trouver ce qu'on appelle un chemin d'attaque, c'est-à-dire en gros une mauvaise configuration Active Directory actuelle ou quelque chose qui va arriver, parce que Active Directory, évidemment, c'est une cible un peu qui bouge, hein, vous créez des users, des comptes, vous installez des applications, donc il y a tout un tas de choses qui vont varier dans votre Active Directory au fil des jours. Dès que Domain Grabber va trouver quelque chose d'intéressant qui va permettre de se répandre, à ce moment-là, on va télécharger la troisième partie du code, qui est celle-ci, et qui va être véritablement la charge de chiffrement. Donc là, l'objectif pour la deuxième partie, c'est vraiment de détecter, dès qu'on va avoir un moyen de se répandre et de chiffrer l'ensemble des machines. Parce que, évidemment, ce type de ransomware, ça ne les intéresse pas de chiffrer 2 ou 3 machines. L'objectif, c'est d'être en capacité de chiffrer l'intégralité des machines qui sont sur votre réseau. Alors, il y a un point qui est important qu'on va évacuer immédiatement, c'est la légende autour des antivirus et des EDR qui serait une protection parfaite. Alors, il y a plein de raisons pour lesquelles il faut avoir un antivirus ou un EDR, et puis il y a aussi plein de raisons pour lesquelles ces deux éléments ne constituent pas une protection à 100%. Déjà, on l'a dit en introduction, on peut tout à fait commencer la primo-infection sur autre chose qu'une machine de type workstation. On peut tout à fait infecter une imprimante ou un mobile ou un IoT.
Et on va être en capacité de viser des machines qui ont par définition aucun antivirus ou aucun EDR. Mais là, je vous avais deux exemples qui sont des exemples réels que j'ai reçus dans ma boîte de réception perso. Et donc évidemment, c'est des mails de phishing. Et là, c'est juste pour vous illustrer que en faisant un test, il y avait à chaque fois qu'un antivirus /EDR sur 60 qui était en capacité de trouver qu'il y avait un code malicieux dans les PDF. Alors, les phishing sont pas très bons là, avec des fautes d'orthographe et compagnie, donc on se rend bien compte que c'est un phishing. Mais imaginons maintenant un phishing qui soit un peu mieux construit, un peu plus chiadé. Et ben effectivement, on peut imaginer se faire avoir et que le phishing soit, et la pièce jointe évidemment, sont en capacité de détourner l'antivirus ou l'EDR. Pareil pour un certain nombre de charges assez connues, type Mimikatz par exemple, qui est vraisemblablement un des plus connus. On peut tout à fait recompiler Mimikatz et être sous le radar d'un certain nombre d'antivirus. Là, vous avez des exemples de screenshots qui ont été faits par Benjamin Delpy, où il explique qu'en fait, il a son Mimikatz qui tourne en parallèle de Trend Micro ou en parallèle de SEP. Alors, qu'on comprenne bien, hein, je ne pointe pas particulièrement ces antivirus-là en disant qu'ils sont mauvais. Ce n'est pas du tout mon sujet. Tous les antivirus et tous les EDR peuvent avoir des points de faiblesse. Là, on a deux exemples, mais je ne suis pas en train de dire qu'ils sont plus mauvais que les autres. Pareil pour les EDR, si vous faites des recherches, si vous savez rechercher, donc que ce soit sur du contenu, on va dire en ligne classiquement, ou à certains endroits, sur certains forums, en utilisant un Tor par exemple, vous trouvez tout un tas de méthodes pour contourner le fonctionnement d'un EDR ou d'un antivirus. C'est évidemment toujours le jeu du chat et de la souris entre celui qui protège et celui qui infecte. L'idée étant de comprendre que voilà, ce n'est pas une protection à 100% et qu'on ne peut pas baser toute sa sécurité uniquement sur ces éléments-là, ou alors c'est voué à l'échec. Évidemment, comme vous pouvez vous en douter, toutes les entreprises qui ont été attaquées ces derniers mois et ces dernières années et qui se sont fait chiffrer, elles avaient toutes des antivirus ou des EDR et elles avaient toutes un ciel. Évidemment, ça ne les a pas protégées. Alors, juste avant de passer sur la partie un peu plus technique, et on va dire, on va faire quelques démos pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. On peut se dire, mais pourquoi c'est Active Directory qui est ciblé à chaque fois par les ransomware? Bon, il y a plein de raisons à ça. Je dirais que les plus importantes, c'est que Active Directory, c'est en fait une technologie qui est assez ancienne. Alors AD en tant que tel, ça a 20 ans. Si on regarde le mode de fonctionnement d'un Windows 2000 ou d'un Windows 2003 et d'un Windows 2019, on se rend compte que c'est très proche. Alors bien sûr, il y a quelques fonctions de sécurité en plus dans les nouvelles versions, mais la structure et la façon dont l'annuaire fonctionne n'a pas vraiment évolué depuis une vingtaine d'années. Mais en fait, le point le plus important, c'est le deuxième sur la gauche, c'est que la plupart des designs ont été faits il y a très longtemps. C'est-à-dire que en tout cas, dans les grosses entreprises, la plupart des designs Active Directory ont été conçus il y a plus de 10 ans. Et évidemment, il y a 10 ou 15 ans, on n'était pas au courant de ce qui allait arriver maintenant, c'est-à-dire tous les nouveaux modes d'attaque, Pass the Hash, le Mimikatz, les faiblesses qu'il peut y avoir sur Primary Group ID, voilà. Donc toutes ces faiblesses-là, on ne les connaissait pas. Et les designs qu'on a fait il y a 10 ou 15 ans n'étaient pas en capacité de repousser ces attaques. Donc, ça veut dire qu'il y a une faiblesse structurelle au sens configuration dans Active Directory, et c'est ça qui va être utilisé et exploité par les attaquants. Et souvent, une erreur, c'est de croire que parce qu'on met à jour ces domaines contrôleurs, on va être protégé. Alors évidemment, il faut mettre à jour ces domaines contrôleurs pour éviter les attaques sur les vulnérabilités, sur les CVE. Mais ça ne va pas du tout changer votre configuration de base Active Directory. Ce n'est pas parce que vous mettez à jour vos domaines contrôleurs de 2003 à 2019 que le contenu de la base va changer. Ce n'est d'ailleurs pas le cas. Donc ça veut dire que vous devez en fait en parallèle gérer deux choses.
la mise à jour de vos domaines contrôleurs en termes d'OS pour vous assurer de ne pas avoir des failles des failles au sens CVE du terme, des vulnérabilités trop anciennes qui sont présentes sur vos domaines contrôleurs. Mais vous devez aussi vous assurer que la configuration de votre base soit adéquate au nouveau modèle d'attaque qu'on peut trouver sur le terrain. Et puis le deuxième aspect, évidemment, c'est que tout ça change tous les jours. Et c'est en fait également une énorme difficulté, c'est que par définition, Active Directory, c'est quelque chose qui évolue. Vous allez créer, vous avez vos processus IAM qui vont créer du contenu, vous allez avoir à déployer des applications, et il y a tellement de changements dans un processus, on va dire, classique, de gestion d'Active Directory que c'est pas possible de gérer toutes ces modifications en se disant je vais faire un board et je vais valider toutes les modifs. C'est complètement utopique. Donc ces deux éléments-là font qu'Active Directory est une cible privilégiée pour les ransomware. Puis après, le dernier aspect, c'est qu'évidemment, les chiffres sont un peu compliqués à connaître, mais si on prend, je ne sais pas, les 1000 premières entreprises du monde, a priori, il y a environ 98% de ces entreprises qui utilisent un Active Directory. C'est-à-dire que l'attaquant, il sait que vous avez un Active Directory et que vous l'utilisez. Donc autant cibler ce genre de choses, bien évidemment, pour l'attaquant. Ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est 3 points. Premièrement, si vous voulez avoir une défense qui soit opérationnel vis-à-vis d'Active Directory, il faut que vous capturiez les changements en temps réel. Alors ça, c'est pareil, c'est un point important parce que je rencontre pas mal de sociétés qui me disent « Ouais, mais moi, je fais des audits de sécurité Active Directory tous les mois pour vérifier que tout va bien. » Alors c'est bien, c'est intéressant, mais évidemment, c'est pas suffisant. Parce que vous faites votre audit le lundi, vous installez 3 applications dans la semaine, le vendredi, votre audit, il ne sert plus à rien. Donc l'audit, c'est bien pour se donner une idée de là où on en est et de ce qui se passe, mais c'est absolument pas suffisant en termes de sécurité. Vous devez avoir quelque chose qui audite en fait en temps réel votre configuration Active Directory et qui soit capable d'alerter en temps réel s'il y a une nouvelle configuration qui pose un problème et qui peut être exploitée comme un chemin d'attaque par un malware. Et donc le deuxième point, c'est d'alerter votre SOC. Alors le SOC peut avoir plusieurs formes en fonction de la taille de votre entreprise, mais en tout cas, vous avez peut-être une équipe qui gère de façon centrale la sécurité et peut-être qu'elle utilise un SIEM. Et donc, ça veut dire qu'il faut alerter votre SIEM dès lors que vous avez capturé un changement qui occasionne un nouveau chemin d'attaque. Et là, c'est un point nouveau qui est important parce que je rencontre aussi pas mal d'entreprises qui me disent « Ouais, mais moi, je capture tous les logs de mes domaines contrôleurs et je les envoie à mon SIEM. » Alors pareil, ça peut être intéressant d'un point de vue compliance, mais d'un point de vue sécurité, ça ne sert strictement à rien. Tout simplement parce que vous avez une tonne de faux positifs que vous allez avoir en réception au niveau de votre SIEM, et puis parce que traiter des dizaines de milliers d'événements, évidemment, ça n'a aucun sens côté SIEM. Et en plus, ça voudrait dire que vous êtes en capacité côté SIEM de mettre à jour sans arrêt toutes les nouvelles techniques d'attaque sur Active Directory et de faire la corrélation entre ces nouvelles techniques d'attaque et la configuration de votre SIEM. Alors évidemment, ça, c'est pas possible non plus, en tout cas dans la vraie vie. Alors peut-être que sur PowerPoint, on peut se faire croire que c'est possible, mais dans la réalité, votre équipe SOC, elle a plein d'autres choses à faire que de mettre à jour tous les 3 jours la configuration de votre SIEM pour que ça corresponde à des attaques Active Directory. Il y a un dernier point qui paraît un peu simpliste comme ça, mais qui est quand même extrêmement important, c'est que, en gros, vous avez entre 1 et 4 heures pour réagir. Et donc, c'est-à-dire que quand vous allez recevoir une vraie alerte, donc pas un faux positif sur votre SIEM, parce qu'il y a une configuration, il y a un nouveau chemin d'attaque qui est apparu dans AD, il va falloir le corriger. Et les équipes SOC ne sont pas les gens qui opèrent Active Directory. Donc, ça sous-entend que vous devez avoir mis en place un processus entre votre équipe SOC et les équipes Active Directory pour que le SOC soit en capacité d'alerter très vite votre équipe AD pour corriger la vulnérabilité ou corriger le nouveau chemin d'attaque qui est arrivé dans l'AD.
Ça, c'est pas de la technique, c'est du process, mais c'est absolument nécessaire si vous voulez rester dans cette fenêtre, on va dire, de sécurité qui vous permet de réagir avant le chiffrement de vos données. Alors, on va maintenant regarder quelques démos. Alors, au début, je m'étais dit que j'allais faire des choses avec ma machine Linux. Mais, comme vous le voyez, j'ai eu la mauvaise idée de lancer une mise à jour. Donc, on va simuler un certain nombre de choses pour illustrer ce qu'on vient de se dire depuis une machine Windows et non pas depuis Mac Ali. Mais peu importe, les choses qu'on va illustrer sont à peu près les mêmes. Alors, je vais prendre quelques exemples juste pour illustrer ce qu'on vient de se dire et comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Alors, je suis sur une machine, je vais me loguer. J'ai préparé un certain nombre d'écrans pour vous expliquer ce que va faire en fait un malware. Alors, je dis un malware, mais en fait, la façon de fonctionner d'un malware ou la façon d'opérer d'un attaquant derrière un clavier ne sont pas si éloignées l'une que l'autre. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez avoir à peu près les mêmes comportements et les mêmes méthodes, voire les mêmes outils qui vont être utilisés dans les deux cas. Alors, un premier élément, ça va être de récupérer des logins, des mots de passe. Donc là, il y a plein de méthodes qui permettent de faire ça. On va en illustrer que quelques-unes. La première étape, très souvent, ça va être de lire votre configuration de politique de password. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais ça, c'est quelque chose qui est en lecture seule et pour l'ensemble des utilisateurs. Donc, il n'y a pas besoin du tout d'être domaine admin pour faire ça. Un simple utilisateur peut tout à fait lancer une commande PowerShell ou même lancer un LDAP browser, aller voir votre configuration Active Directory et comprendre la politique de mot de passe ou la politique de lockout, c'est-à-dire par exemple le nombre de fois au bout duquel vous allez locker un compte lorsque il va y avoir par exemple 4 ou 5 authentifications qui ne sont pas valides. Vous allez vouloir locker le compte parce que vous considérez qu'il y a une attaque de type brute force. Alors le brute force n'est plus trop utilisé, tout simplement parce qu'on a des politiques de lockout. Ce qu'on va utiliser plutôt, c'est ce qu'on appelle du password spraying. Donc la différence entre du brute force et du password spraying, c'est que dans le cadre du password spraying, on va sélectionner quelques comptes. On va sélectionner un jeu de mots de passe qu'on va vouloir jouer. Mais on va mettre une séquence pour jouer ces mots de passe sur ces comptes. C'est-à-dire qu'en gros, donc là, je vais vous montrer l'argument et la commande. Donc là, j'invoque un script ici qui va tout simplement aller invoquer un petit script PowerShell qui est assez simple, qui va aller récupérer une liste d'utilisateurs dans un fichier texte, qui va viser le domaine considéré et qui va également aller chercher les mots de passe que je veux tester dans un autre fichier texte. Et puis, je vais lui demander un fichier de sortie dès lors qu'il va trouver en fait un login qui a fonctionné. La petite fin, c'est que, donc on va lancer le script. Hop là. Lancer le script et on va en fait voir que les mots de passe vont être joués selon un tempo. Donc là, dans l'exemple que j'ai donné, ils vont être joués toutes les 2 minutes parce que j'ai regardé la politique de lockout et que je me suis rendu compte qu'en fait, si j'avais une mauvaise authentification toutes les 2 minutes, ça n'allait pas locker le compte, puisqu'évidemment, il faut rester en dessous du radar de la surveillance et du lockout. Donc là, toutes les 2 minutes, j'ai un compte qui va être pris, un mot de passe qui va être pris et qui va être joué. Et on va pouvoir faire ça, évidemment, à une échelle très importante. On peut jouer ça pendant 1 heure, un jour, une semaine, un mois, 2 mois, peu importe. Au bout d'un moment, l'objectif, c'est de trouver un
compte associé à un mot de passe et que je sois en capacité de trouver ce genre de choses. Donc on va le laisser tourner. Et puis je vais vous donner un autre exemple qui est assez classique également, qui est l'attaque sur les comptes de service. Alors, pour que ce soit clair, on va prendre un exemple. Si je viens sur mon domaine contrôleur, on va regarder en fait un compte qui va être utilisé sur une machine en local. Donc là, sur côté Active Directory, vous pouvez créer autant de comptes que vous voulez, et certains de ces comptes vont être utilisés pour faire tourner des applications, des services sur vos machines ou sur vos serveurs, sur vos workstations ou vos serveurs. Donc par exemple, ici, j'ai un compte de service qui s'appelle SVC Antivirus et qui va être utilisé pour faire tourner mon antivirus en local. Donc si je retourne par exemple sur ma machine et puis que je regarde ces services, donc là c'est une machine cliente, mais ça pourrait être pareil sur un serveur, j'ai effectivement un service qu'on va considérer comme un service antivirus, et ce service, pour tourner, il est associé à ce compte Active Directory. Donc ça, c'est un truc assez classique pour les antivirus, en fait, bref, mais pas que, pour toutes les applications qui ont besoin de fonctionner sous forme de service sur vos machines. Elles vont utiliser soit un compte système, soit un compte que vous avez déclaré dans votre Active Directory comme compte de service. Évidemment, là, on parle d'un compte AD. Ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, vous prenez ce PC, vous allez dans le train ou dans l'avion, vous démarrez votre PC, le service antivirus, il fonctionne quand même. Pourtant, le compte qui est associé à ce service est un compte Active Directory. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous faites ça, vous stockez en fait localement sur votre machine, quelque part dans une ruche du registre, le mot de passe associé à ce compte de service. Parce que le service va avoir besoin de ce login et du mot de passe pour démarrer, même si vous n'êtes pas connecté à Active Directory. Donc évidemment, derrière, c'est en fait extrêmement simple de récupérer les informations. Donc là, vous avez un exemple. Ici, j'utilise un petit outil qui va aller récupérer dans le registre le mot de passe associé à ce compte de service. Et là, on voit que le mot de passe, c'est password. Donc, juste en faisant ça, ça veut dire que vous allez être en capacité de récupérer un compte et un mot de passe qui va vraisemblablement être valide pour l'ensemble des machines de votre réseau. Parce que c'est bien beau d'attaquer une base de compte locale, mais l'intérêt, c'est évidemment d'être en capacité de jouer ces logins et ces mots de passe sur l'ensemble des machines de votre réseau. Et c'est pour ça que les comptes de service sont très souvent visés, parce que c'est un moyen extrêmement simple de trouver un compte qui va être valide sur l'ensemble de vos systèmes. Autre exemple, le truc classique, c'est la capture, non pas de mots de passe en clair, mais de hash de mots de passe. Parce qu'en fait, quand vous jouez une authentification sur Active Directory, vous ne présentez pas votre mot de passe, vous présentez le hash de ce mot de passe. Donc la version, on va dire, faire simple, chiffrée de ce mot de passe. Donc là, il y a des outils qui vont être, pareil, en capacité de voler les mots de passe qui sont dans la mémoire de votre machine. Donc très souvent, alors le plus connu c'est Mimikatz, il y en a plein d'autres, hein, il y a Spraycats, Rubeus, enfin il n'y a pas que Mimikatz sur ce terrain-là, on va dire, mais l'objectif ça va être d'exécuter un outil qui va capturer ce que vous avez en mémoire et récupérer les hashes, puisqu'en fait à nouveau les mots de passe en clair c'est intéressant, mais c'est pas une nécessité absolue. Donc, comment ça fonctionne? On va tout simplement taper une commande qui va générer en fait un fichier texte, et ce fichier texte va contenir les mots de passe qui ont été capturés sous forme de hash au niveau de la mémoire. Alors, on peut aller chercher des choses au niveau de la mémoire, mais on peut, alors ça doit être ce fichier texte-là que je viens de faire, on peut aller récupérer des choses au niveau de la mémoire, mais on peut aussi
aller récupérer des choses au niveau du registre, au niveau de certains endroits où sont stockés des credentials. C'est pas une obligation d'aller chercher ça en mémoire. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, vous allez récupérer le mot de passe sous la forme hachée et vous allez pouvoir jouer ce mot de passe pour vous authentifier sur un Active Directory. Donc là, vous comprenez bien que d'ailleurs, il y a un point important ici, et là, des sociétés comme Medsys peuvent vous accompagner, c'est que vous devez vous assurer que vos administrateurs, notamment administrateurs de domaine, n'ouvrent jamais de session sur les workstations. Parce que sinon, si vous avez un Mimikatz qui tourne, vous allez récupérer directement le hash de ce mot de passe. Et là, il y a un modèle de design qui s'appelle le tiers modèle chez Microsoft qui vous permet d'éviter ce genre de choses. Donc, si vous n'avez jamais entendu parler du tiers modèle, je vous invite très fortement à aller voir un peu les gens de Medsys pour qu'ils vous expliquent comment ils peuvent vous accompagner sur ce type de design. Donc, voilà, quelques exemples de capture de mots de passe, de capture de credentials, de capture de hash. Donc l'objectif, ça va être de monter en fait pour le ransomware dans la chaîne, c'est-à-dire de commencer par les workstations, puis ensuite de trouver un login qui lui permet d'aller sur un serveur, puis ensuite de désactiver l'antivirus ou le DR de ce serveur, de déployer par exemple un Mimikatz et à nouveau refaire la même chose jusqu'à trouver un compte qui lui permette d'être administrateur du domaine. Une fois évidemment qu'il est administrateur du domaine, donc là, il va pouvoir faire tout un tas de choses, mais avant vraiment de faire le chiffrement, il va s'assurer de ce qu'on appelle la persistance, c'est-à-dire être en capacité de mettre des backdoors qui vont lui permettre de continuer à faire ce qu'il a à faire, même si vous avez détecté quelque chose. Donc, une des méthodes les plus classiques, c'est d'utiliser un attribut particulier qui s'appelle le Primary Group ID Attribute et qui permet en fait d'être domaine admin sans appartenir au groupe domaine admin. Donc là, pareil, on peut faire ça une fois qu'on est contrôleur, quand on est administrateur de domaine. On va indiquer qu'on change la valeur de Primary Group ID à 513 vers 512. On va ensuite lancer la commande qui va permettre de pousser ça vers le domaine contrôleur. Et là, en fait, ce compte-là, donc qui dans ma démo s'appelle empereur, et bien maintenant, en fait, simplement en changeant cet attribut, il va en fait avoir tous les droits d'un domaine admin, mais il n'appartient pas au groupe domaine admin. Donc il y a tout un tas de méthodes comme ça qui vont permettre d'être en dessous du radar classique de la surveillance d'un Active Directory. Et des exemples comme ça, on pourrait évidemment en faire plein. Mais c'est le temps restreint de ce type de webinaire qui ne nous permet pas d'aller plus loin. Alors, une fois qu'on a compris un peu comment ça marchait, que peut-on faire? Généralement, il faut mettre en place ce qu'on appelle un plan de sécurité AD. Un plan de sécurité AD, ça se base sur 4 piliers qui sont toujours à peu près les mêmes. Quelque chose qui vous permette d'auditer, si vous voulez, de comprendre et d'extraire toutes les failles de configuration et de sécurité que vous avez dans votre Active Directory. Ensuite, quelque chose qui vous permet de maintenir cette photographie de votre Active Directory en temps réel, donc quelque chose qui capture tous les changements et qui fait le lien entre un changement dans AD et un nouveau chemin d'attaque qui apparaît dans votre Active Directory. Ensuite, troisième étape, en sachant que les 2 étapes les plus importantes étant évidemment celle-ci, et je dirais qu'en fait la plus importante, c'est la deuxième. Ensuite, c'est d'avoir un outillage qui permet de détecter les attaques. Alors évidemment, c'est intéressant et important de détecter des attaques, mais j'allais dire, si vous êtes sous une attaque, c'est parfois déjà trop tard. Si vous détectez une attaque qui nécessite des privilèges élevés au niveau d'Active Directory, c'est déjà trop tard en fait, parce qu'ils ont déjà pris le contrôle de votre Active Directory et donc de votre entreprise. Donc la partie préventive sur ce type de modèle est en fait la plus importante. Et puis ensuite, vous devez également avoir quelque chose qui vous permette de faire de l'investigation, c'est-à-dire, notamment pour les gens du SOC,
des choses qui sont spécifiques à AD, qui vous permettent de retracer un peu les activités, de retrouver le patient zéro, c'est-à-dire quelle est la machine qui a été infectée au tout début, et comprendre aussi les éventuels mouvements un peu bizarres qu'il peut y avoir dans votre Active Directory. C'est là où la société Alcide propose en fait une solution qui couvre ces 4 piliers de la sécurité AD. Alors, on a la particularité d'avoir un produit qui peut marcher soit on-prem, soit vous installez sur vos serveurs, soit que vous consommez en mode cloud. Et la particularité très forte d'un point de vue technique de cette solution, c'est qu'en fait, on ne déploie pas d'agents sur les domaines contrôleurs, vous n'avez pas besoin de déployer d'agents et vous n'avez pas besoin de compte à privilèges pour réaliser ces 4 étapes. Alors évidemment, c'est un point très important parce que si vous déployez un agent sur un domaine contrôleur, by design, ça veut dire que vous augmentez la surface d'attaque de ce domaine contrôleur. D'ailleurs, l'ANSSI en France recommande de ne rien déployer du tout sur les domaines contrôleurs parce que rajouter du binary, ça va augmenter en fait la surface d'attaque. Alors, à quoi ça ressemble? Donc, je ne vais pas vous faire de démo, mais je vais vous montrer quelques petits écrans pour vous illustrer la chose. Si vous voulez en savoir plus, après, je vous inviterai à vous retourner vers les gens de Medsys qui pourront vous donner des détails sur le sujet. Une première partie de l'outil, c'est de mettre en exergue toute la partie trust, c'est-à-dire être en capacité de voir les problématiques de sécurité autour de vos trusts. Alors évidemment, quand on a une petite structure, c'est pas très important. Par contre, on a des clients qui ont 50, 100, 200 forêts et qui ne savent pas faire un assessment de sécurité de l'ensemble de ces trusts. Donc là, c'est une des premières parties de l'outil. Ensuite, on va vous proposer ce qu'on appelle des IOI, c'est-à-dire des indicateurs d'exposition qui correspondent plus ou moins, alors évidemment, il n'y a pas tout, parce qu'il y en a une cinquantaine, hein, mais il y en a une cinquantaine dans l'outil. Là, c'est juste pour vous illustrer un petit peu la chose. Un IOI, en fait, c'est quelque chose qui va regarder en temps réel votre configuration Active Directory, qui va vous alerter si vous avez, on va dire, un nouveau chemin d'attaque qui apparaît. Mais ça peut être aussi la détection d'attaques sur Active Directory. Typiquement, une délégation dangereuse, ça c'est une mauvaise configuration. En fait, c'est une délégation dangereuse sur Kerberos. Par contre, Brute Force Attack Detection, comme vous pouvez l'imaginer, c'est quelque chose qui correspond à une détection d'attaque. Ensuite, quand vous cliquez sur ces IOI, vous allez avoir des informations complémentaires. Vous allez avoir toujours des informations, des détails sur la vulne, les recommandations, c'est-à-dire comment corriger le problème. Donc là, il y a tout un tas de commandes PowerShell ou de choses que vous pouvez faire en lisant l'onglet recommandations. Et on va vous pointer en fait les différents objets et les raisons associées à ces objets, pourquoi cet IOI s'est allumé. Et on ira jusqu'à vous fournir les éléments directement sur quel est l'attribut qui pose problème et comment il faut le corriger. Donc, c'est vraiment une méthode IOI, objet, attribut, et comment vous allez être en capacité de corriger le problème. Pour terminer, il y a également un outil qui est inclus dans la solution qui capture en fait tous les changements réalisés en temps réel dans votre AD et qui vous mettra en lumière avec le petit carré rouge. En fait, quand vous cliquez sur la ligne, vous avez des détails sur ce changement, qui mettra en lumière tous les changements réalisés qui ont occasionné un nouveau chemin d'attaque ou une nouvelle déviance dans votre Active Directory. Et puis pour terminer, on en a parlé rapidement, détection d'attaque. Donc là, je ne vais pas dans les détails, j'ai quelques exemples. Là, on a l'exemple d'un DC Shadow, par exemple. Là, on a l'exemple d'un Brute Force. Voilà, donc, il peut y avoir tout un tas de types d'attaques spécifiques à AD. D'ailleurs, certaines de ces attaques ne génèrent aucun log sur vos domaines contrôleurs. C'est le cas de DC Shadow. Donc, il faut avoir des solutions qui fonctionnent en mode objet pour être capable de les détecter. Vous avez également des dashboards qui vous permettent de créer des vues de sécurité de votre environnement. Donc, ça peut être soit sur une seule forêt ou sur un ensemble de forêts. Il y a beaucoup de clients qui utilisent ça lorsqu'ils sont dans des process de merge and acquisition, en fait, pour faire un assessment de sécurité de la forêt qu'ils ont rachetée avant de réaliser le trust. Et puis, pour terminer, vous avez aussi la possibilité, évidemment, de lancer les alertes, des vraies alertes, pas des faux positifs, vers votre SIEM, et soit de l'alerter, par exemple, quand vous avez une attaque DC Shadow, ou si jamais une mauvaise configuration est arrivée au niveau de votre Active Directory. Je vais laisser la main
à Nicolas pour la suite, et ensuite on passera sur les questions-réponses. Parfait. Je te remercie Sylvain, très belle présentation. Attendez, je vais voir, je ne suis pas sûr que ma présentation est passée. Voilà. Ça va. Donc, bon, vous l'avez compris, Medsys est donc revendeur et intégrateur de la solution Alcide. Nous avons nombreuses personnes certifiées chez nous qui sont en mesure de vous accompagner sur la mise en œuvre de cet outil. Et nous avons mis en place également une offre très récemment qui nous permet d'accompagner également nos clients sur l'utilisation de l'outil. C'est-à-dire qu'au-delà de la mise en œuvre, l'idée est de proposer un service SOC focusé sur l'outil Alcide. L'objectif est donc de gérer le monitoring des logs d'Active Directory via l'outil. Comme vous avez pu le constater, on a une optimisation de la log et donc l'idée est vraiment de se concentrer sur l'essentiel, de surveiller également les modifications qui peuvent avoir été menées dans l'Active Directory, aussi bien sur les objets, comme tu le disais Sylvain, que sur des GPO ou tout autre type d'objet. Et puis l'objectif également est d'analyser les indicateurs de compromission et les indicateurs d'exposition. Tout ça faisant, l'idée est de prendre un petit peu de temps, parce que les DSI n'ont pas forcément toujours le temps quand on fait l'acquisition d'un nouveau produit. On se concentre beaucoup sur la mise en œuvre, l'installation, et puis après, on n'a pas forcément pensé au mode run et au temps récurrent à passer sur l'outil. Donc l'idée, c'est de pouvoir accompagner les clients et passer ce temps pour vous, pour bien analyser les différents indicateurs d'exposition, proposer des actions de remédiation, proposer des plans de mise en conformité, et puis bien entendu de suivre tout ça à travers une comitologie adaptée, avec des intervalles plus ou moins rapprochés en fonction bien entendu de la taille de la DSI, ce qui permet de concentrer dans ces comitologies l'essentiel des informations et de pouvoir vous accompagner au mieux et renforcer la sécurisation de votre Active Directory et donc par conséquent de votre système d'information. Pour tout ça, vous pouvez nous contacter à l'adresse contact@medsys.fr. Vous pouvez également consulter notre site internet pour pouvoir en savoir un petit peu plus et on sera bien entendu ravis de vous accompagner. J'ai vu qu'il y avait quelques questions qui étaient passées. Sylvain, je te propose de te lire les questions et que tu puisses répondre à nos internautes. Donc la première question, j'ai Henri qui posait la question. Que pensez-vous des préconisations de l'ANSSI sur le guide de l'AD? Est-il pertinent? Enfin, en tout cas, les préconisations sont-elles pertinentes? Et que proposez-vous comme outil pour gérer les multiforêts et domaines AD? Alors, première partie de la réponse, oui, c'est extrêmement pertinent. Alors, après, il y a des choses qui sont... je dirais que 99% des choses, honnêtement, sont extrêmement pertinentes. Donc, si on arrive à suivre ces recommandations, on a déjà vraiment un bon niveau de sécurité. Après, il y a quelques petits détails qui sont plus dogmatiques et qui ne correspondent pas à la réalité du terrain. Je prends un exemple très simple. Par exemple, une préconisation de l'ANSSI, c'est de dire que il faut, dans une forêt, il faut au moins un domaine route et que ce domaine route contient en fait un certain nombre d'objets type schema admin, enterprise admin, et qu'il faut un deuxième domaine, ce qui oblige à un design quand même, en tout cas pour une petite boîte un petit peu complexe. En fait, réellement, techniquement, d'un point de vue purement sécurité, ça va peut-être ralentir un peu l'attaquant, mais ça ne va pas changer grand-chose. Donc, il n'y a pas une grosse différence entre un design avec un domaine route et sans domaine route. Mais globalement, donc voilà, après, ce sont des positions un peu, quand je dis dogmatique, c'est au sens, c'est l'état de l'art tel qu'il devrait être. Après, il faut être un peu... il faut essayer aussi de comprendre la complexité et puis les contraintes des clients. Donc parfois, il y a un petit peu d'arbitrage à faire sur les recommandations, mais globalement, elles sont très bonnes. Ensuite, le multiforêt, multidomaine, typiquement, nous, notre solution, elle fonctionne. En fait, vous avez une seule installation, qu'elle soit cloud ou on-prem, et dès lors que vous avez
accès, évidemment, il faut une connectivité réseau vers la forêt ou vers le domaine, mais vous pouvez monitorer autant de forêts, autant de domaines que vous voulez avec la même installation. Vous n'avez pas besoin d'installer Alcide, on va dire, localement dans chaque forêt ou chaque domaine. Nous, on a des clients, comme je vous le disais, qui monitorent plus de 200 forêts, en fait, avec une seule installation. Merci. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, tout à fait, on en a plusieurs. J'ai quelqu'un qui nous demande est-il possible d'avoir la démo de l'attaque Zero Logon sur l'AD et voir comment Alcide arrive à détecter ce type d'attaque? Je ne sais pas si on a le temps de faire une démonstration, mais peut-être tu peux déjà répondre. Alors, on n'aura pas le temps de faire la démo, mais oui, on est en capacité. En fait, on a fait une mise à jour. Alors, sans rentrer trop dans les détails, le mode de fonctionnement d'Alcide, vous avez une release, parce qu'évidemment, il y a des nouvelles attaques ou des nouvelles vulnérabilités qui sont découvertes sur AD, je ne vais pas dire tous les mois, mais quasiment. On peut trouver des nouveaux moyens de rentrer dans AD, de le manipuler. Donc, nous, la logique, c'est de fournir une version majeure du produit régulièrement et des mises à jour mineures, on va dire, dans un quarter, qui couvrent éventuellement des nouveaux scénarios d'attaque. Typiquement, quand DC Shadow est sorti, la semaine d'après, on avait la mise à jour. Pareil pour Zero Logon et ce genre de choses. C'est complexe à faire, mais c'est aussi notre métier, c'est notre raison d'être d'une certaine façon. Et ça veut dire aussi que le client ou le prestataire qui gère le client soit en capacité évidemment de se tenir à jour et de savoir qu'il y a des nouvelles alertes et de nouvelles attaques. Mais oui, effectivement, on peut détecter ça avec la cible. J'ai une question qui est relativement proche. Comment cet outil détecte les attaques de type password spray? C'est de la magie. Non. Nous, notre modèle, on a un modèle mixte sur l'étude de sécurité en AD, en tout cas en ce qui concerne les attaques. Mais typiquement pour le password spraying, ça ne sert à rien de se baser sur les logs. Parce que les logs ne vont rien remonter de pertinent sur une attaque de password spraying. Donc nous, ce qu'on va regarder, en fait, c'est des fréquences et des mises à jour et des mouvements de certains attributs d'utilisateurs au niveau d'Active Directory. En fait, la détection d'attaques sur AD, il faut faire un mixte entre ce qui se passe au niveau des objets et ce qui se passe au niveau des logs des domaines contrôleurs. Et en fait, Alcide se base sur ce mixte. Voilà, pour répondre simplement. Ne récupérez que les logs des DC, ne répondra qu'à une partie de la problématique. Ne regardez que les mouvements d'objets, ne répondra qu'à une partie de la problématique. Très bien. J'ai une autre question. Les remontées d'alerte sont intéressantes, mais comment la solution Alcide ne nous submerge pas de faux positifs? Justement, c'est tout l'objet de la solution. C'est-à-dire que l'objectif de la solution, moi j'aime bien présenter Alcide comme un pré-SIEM, c'est-à-dire quelque chose qui va trier en fait ce qui doit être pertinent d'un point de vue sécurité AD et l'envoyer au SIEM. Vous allez diviser par 1000, 2000, 3000 le nombre d'événements que vous envoyez à votre SIEM, voire plus. Tout simplement parce que nous, on ne va lui envoyer que quand il y a un chemin d'attaque qui apparaît, quand il y a une attaque qui apparaît, en sachant qu'effectivement, l'objectif pour nous, c'est de déclencher aucun faux positif. Et puis, on peut aussi envoyer des alertes basées sur une requête particulière. Je vous prends un exemple. Comme on capture tous les changements dans AD, en fait, on voit tous les mouvements qui sont réalisés dans AD. Et quand je dis dans AD, c'est à la fois dans la base de données et dans le répertoire sysvol, qui est le répertoire qui se réplique sur tous les domaines contrôleurs. Typiquement, on peut créer une alerte qui dit si quelqu'un dépose un nouveau fichier script, un nouveau MSI, un nouveau exécutable dans sysvol, je veux recevoir une alerte. Par contre, je vais la catégoriser différemment. Je vais dire que c'est quelque chose de médium, parce que c'est peut-être un vrai script qui doit être positionné. Mais on va laisser quand même la possibilité au client de créer ses propres alertes, parce qu'on sait par exemple que les malwares vont utiliser sysvol pour répliquer la charge sur les domaines contrôleurs. Donc soit on installe et on utilise Alcide tel quel, donc que les indicateurs d'exposition et les attaques, et là on va vraiment envoyer que des choses qui ne sont pas des faux positifs, et on va réduire par encore une fois 1000, 10 000 le nombre d'événements envoyés au SIEM.
Mais on laisse aussi la possibilité au client de créer ses propres alertes d'une certaine façon. Et là, on peut imaginer que ce soit des activités classiques qui soient envoyées au SIEM. Donc, il faudra faire un tri côté SIEM. Mais tout l'objectif d'Alcide, c'est d'alerter le SIEM uniquement sur des choses qui ne sont pas des faux positifs. Parce qu'on s'est rendu compte que, encore une fois, toutes les attaques qui ont eu lieu, tous les clients, ils avaient des SIEM et ils n'ont rien vu. Ou ils ont reçu l'alerte et ils ont cru que c'était un faux positif. Je ne vais pas donner de nom, mais voilà, il y a des exemples français là-dessus. Donc, tout l'objectif d'Alcide, c'est vraiment de préparer ce qui est pertinent pour le SIEM. Très bien. J'ai une question qui est relativement en rapport. J'ai Yann qui nous pose la question: comment le monitoring est réalisé sans agent et sans privilège, entre parenthèses, sous-entendu sans compte de service pour Alcide? Alors, comment ça fonctionne? C'est très simple. Techniquement parlant, on utilise en fait la DLL de réplication d'Active Directory. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une DLL qui est chargée de la réplication entre les domaines contrôleurs et qui est appelée entre domaines contrôleurs pour effectuer la réplication lorsqu'il y a un changement. Il faut savoir qu'il y a deux types de changements en fait dans AD. Il y a les changements que Active Directory considère comme des changements de sécurité, et puis il y a les autres changements. Donc par exemple, si on modifie son mot de passe, c'est un changement de sécurité. Si on modifie une ACE sur Active Directory, c'est un changement de sécurité. Si on crée une GPO qui gère les mots de passe, c'est un changement de sécurité. Donc là, les changements de sécurité sont répliqués en temps réel. Ils ne sont pas soumis à la politique de réplication du KCC. C'est de la réplication immédiate. Et les changements non critiques, je ne sais pas si on met à jour le champ description d'un objet, par exemple, ça sera soumis au KCC. Donc nous, on s'abonne à cette DLL de réplication qui n'a pas besoin d'avoir ni d'agent ni de compte à privilège. On capture ainsi en fait tous les changements. En fait, on agit comme un domaine contrôleur, sans être un domaine contrôleur évidemment, et on n'a pas besoin d'agent pour récupérer ces informations parce qu'on s'abonne à une API de réplication. Parfait. J'ai quelqu'un qui nous a posé la question: cet outil est-il on-prem ou bien en cloud? Tu avais répondu tout à l'heure. Il existe les deux en fait. Voilà. Voilà. Les deux sont c'est ça. Quel est le fonctionnement d'Alcide dans le cadre d'un AD Connect avec Azure AD? Alors, plusieurs réponses à ça. Donc déjà, je ne l'ai pas dit, mais on a des indicateurs pour AD Connect. Parce que j'ai dit on avait des indicateurs de compromission ou de sécurité pour Active Directory. En fait, c'est un peu plus que ça, parce que, encore une fois, j'ai voulu un peu simplifier, mais on a des indicateurs pour AD, c'est la majorité de nos indicateurs, mais on a aussi des indicateurs pour tout ce qui peut occasionner une faiblesse pour Active Directory. Et on a deux familles d'indicateurs qui ne sont pas à proprement AD, mais qui peuvent induire une faiblesse. C'est des indicateurs sur AD Connect, parce qu'on s'est rendu compte à nouveau qu'il y avait des attaquants ou des malwares qui utilisaient AD Connect pour prendre le contrôle d'AD. Donc on a 3 indicateurs sur la configuration d'AD Connect. Et on a également des indicateurs sur la PKI, puisqu'il y a quand même beaucoup de clients qui utilisent la CA Microsoft intégrée à AD pour générer une partie de ces certificats. Donc on a des indicateurs à la fois sur AD Connect et à la fois sur la PKI. Autre point important que je n'ai pas précisé, que j'aurais pu même montrer, mais encore une fois, malheureusement, on est pris par le temps, donc on ne peut pas tout montrer. Mais Alcide fonctionne avec tous les types de services managés Active Directory. Donc, Amazon, Google, Microsoft proposent des services managés Active Directory, donc des espèces d'Active Directory qui tournent dans le cloud. Et en fait, Alcide est compatible avec l'ensemble de ces services. Donc, que ce soit le service managé AD de Google, le service managé AD d'Amazon, et le service managé de Microsoft s'appelle, si je me rappelle bien, Azure Active Directory Domain Services, à ne pas confondre avec Azure Active Directory tout court. Parce que Azure Active Directory, ce n'est pas un Active Directory qui tourne sous Azure. Voilà. Très bien. J'ai quelqu'un qui nous pose la question: quels sont les points forts et les points faibles de cet outil comparé à Azure ATP? Alors, les positionnements sont extrêmement différents. En fait, on a beaucoup de clients qui utilisent les deux. Tout simplement parce que Azure ATP en fait ne se positionne que sur la détection d'attaque. En fait, la seule chose que fait Azure ATP, c'est de la détection d'attaque, pour faire simple. Alors, il y a une notion de honeypot, etc., mais on va dire 95% de la solution est dédiée à la détection d'attaque. Azure ATP utilise un agent. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment fonctionne l'agent Azure ATP, mais en gros, grâce à cet agent,
Azure ATP est capable de détecter des attaques que ne détecte pas Alcide. Typiquement, de la reconnaissance LDAP. Alcide, pour l'instant, ne sait pas faire le distinguo entre une reconnaissance LDAP classique et une reconnaissance LDAP via Bloodhound, par exemple. Azure ATP est capable de le faire. Mais Azure ATP se concentre uniquement sur la détection d'attaque. Alcide, en fait, couvre les 3 pans, mais se concentre principalement sur le premier et le deuxième pan d'un plan de sécurité AD, à savoir le mode préventif. Parce qu'encore une fois, si vous recevez une alerte comme quoi vous êtes sous attaque, c'est peut-être déjà trop tard. Donc nous, on préfère philosophiquement se concentrer sur le mode préventif. Et effectivement, Azure ATP est un très bon complément parce que lui, il va travailler sur la partie purement détection d'attaque et ne faire que ça. Très bien. J'ai une dernière question. J'ai quelqu'un qui nous demande, est-ce que la solution est pertinente pour une petite organisation monoforêt et monodomaine d'une centaine d'utilisateurs? Quel serait le coût? Alors le coût, c'est plus... Alors le coût, je serais pas capable de, voilà, le coût, je serais incapable d'y répondre, mais oui, c'est pertinent parce que on l'a vu, les attaques de malware se moquent de savoir s'il y a 50 personnes, 100 ou 10 000 dans l'entreprise. Parce qu'en fait, c'est complètement automatisé. Donc, il suffit d'être infecté par un phishing pour être soumis à une attaque. Il est vraisemblable que pour une petite structure, le mode cloud sera plus adapté que le mode on-prem, mais oui, c'est totalement pertinent. On l'a fait il n'y a pas très longtemps avec une petite entreprise qui fait à peu près une centaine de personnes, effectivement. C'est ça, on a des clients qui ont une centaine de users. En fait, alors je ne connais pas les prix pour être vraiment complètement transparent. Je ne les connais pas du tout même, mais le mode de licensing est basé en fait justement sur le nombre d'utilisateurs. Ce qui fait que même si quand vous avez un nombre très bas, vous payez un nombre très bas versus quelqu'un qui a un nombre important d'utilisateurs dans ses forêts. Je pense qu'on a fait le tour, j'ai plus de questions. Je reparcours vite fait, mais non, tout est bon. Donc, je te remercie beaucoup, Sylvain, pour cette présentation. Merci Nicolas et merci à Claire pour l'organisation. Et puis je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.